Bonjour à tous et à toutes, et ici à l'Université Quisqueya, sur le campus de l'Université Quisqueya. Donc on va démarrer avec les sessions d'aujourd'hui et je passe la main à Maclive qui va modérer la session de ce matin. Maclive. Merci, Dr. Calix. Merci, Vincent. Donc, bonjour à tous. Mon nom, c'est Maclive Joseph. Je suis ingénieur électrique de formation et j'ai une maîtrise en énergie et mini-réseau. Maintenant, j'étais retourné en Haïti. J'ai eu la chance de travailler sur PLIG, le projet de PLIG, pendant 2 ans. Ensuite, j'ai rejoint la cellule énergie du MTPTC, où j'ai passé au moins 5 ans et demi à être le chargé de projet sur les projets d'énergie renouvelable essentiellement. OK? Maintenant, pendant ces années-là, l'équipe a eu l'opportunité de travailler sur des projets et nous avons venu avec le premier fonds en Haïti qu'on appelle OGF. Et c'est le fonds en réseau qu'on est venu avec. Et notre conférencier de ce matin nous a beaucoup appuyé sur ce projet-là, l'OGF. Donc, je vais l'introduire et maintenant je vais parler en anglais pour l'introduire mieux. Et puis, on va lancer la session rapidement. Donc, le conférencier, c'est Yann Muir. Yann Muir is the head of Insight at Catalyst Energy Advisors, with nearly 20 years of experience in energy finance and analysis. He began années d'expérience, il a commencé sa carrière à PFC Énergie, où il a développé une modélisation de l'émission des gaz à effet de serre. He later joined EarthSpark International in Haiti. Il a rejoint après ça il a élaboré le premier projet, il a co-élaboré le premier projet de réseau, de mini-réseau autofinancier les Anglais. Il a également travaillé sur les programmes de microélectrification, y compris également travaillé sur un projet majeur d'électrification hors réseau à Madagascar. En tant que catalyseur, il a conseillé le gouvernement d'Haïti sur le développement de son fonds hors réseau avec OGF, et il a géré ces projets pour plusieurs organisations comme la Rockefeller Fondation et de nombreuses grandes entités. Son travail couvre la modélisation financière pour l'utilisation de mini-zéro, la levée de capitaux pour plusieurs grandes compagnies, et il a également travaillé sur plusieurs projets productifs pour l'estimation de projets pour éliminer la pauvreté en énergie dans plusieurs pays. Nous sommes très heureux de l'accueillir pour cette session. Donc, Monsieur Munir, vous avez le micro pour la présentation. Merci, Maclive, pour la présentation, et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je crois que nous avons la première page de la présentation sur l'écran. Donc, est-ce que quelqu'un va m'aider dans ce sens? Oui. L'idée aujourd'hui était de vous parler de nouveaux modèles très intéressants qui sont en train d'être lancés dans plusieurs pays du monde et qui ont un potentiel d'intéresser Haïti. C'est le solaire industriel et la e-mobilité. Donc, Maclive vous a donné une très bonne présentation de moi. Je voulais vous dire un petit peu plus, simplement parce que je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est important
de voir comment la carrière d'individus a évolué et comment les décisions qu'ils ont prises leur ont permis d'arriver où ils sont aujourd'hui. Donc, pour vous parler un petit peu plus de moi, j'ai étudié la chimie au collège Trinity à Dublin, en Irlande, et je savais déjà que je voulais travailler en énergie et je me suis débrouillée pour trouver une opportunité pour un stage avec une compagnie qui s'appelait PS Énergie à Paris. Ce qui est intéressant, c'est qu'il travaillait avec les plus grandes compagnies gazières et pétrolières du monde et travaillait beaucoup aussi sur le volet international. Quand je les ai rejoints, j'étais très chanceux. Il m'a été demandé de développer un nouveau secteur qui était le secteur du développement pour limiter l'effet de gaz de serre de ces grandes compagnies. Donc, j'ai pu élaborer de nombreux outils, analyses en rapport avec ce secteur. J'ai fini par diriger ce département pendant de nombreuses années. Et quand j'ai trouvé que j'avais vraiment beaucoup appris, qu'il était temps pour moi d'aller terminer ma maîtrise, donc j'ai rejoint l'Institut John Hopkins pour les études internationales, qui avait un programme très vaste en énergie et en ressources, donc j'ai pu mieux comprendre la relation internationale, l'économie, comment utiliser ces domaines et les appliquer à ma passion qui est l'énergie. C'est très pertinent, c'est que quand j'étais là, j'ai travaillé avec Alison Orchambault, qui est le président d'une organisation qui s'appelle Earthspark, qui est à la base, c'est une compagnie qui développe les micro-réseaux en Haïti. Ils savaient que je parlais français, que j'apprenais l'espagnol et que je pouvais être d'un bon apport pour leur équipe sur le terrain. Donc, en 2014, je suis venue en Haïti avec quelques autres personnes de l'équipe. Nous sommes allés dans le sud-ouest. Je suis sûre que tous ici, vous savez où se situent les Anglais, environ 1h30 des Cayes, dans le sud-ouest, ou du moins pratiquement au bout de la presqu'île du sud. Je suis restée là pendant presque un an ou plus pour établir le premier mini-réseau prépayé du pays. Je vous en parlerai plus tard. Donc, c'est une expérience extraordinaire qui m'a vraiment donné le feu sacré du développement de l'énergie portable et fiable, et pour les gens en particulier, les populations qui n'y ont pas accès. Donc nous avons installé le mini-réseau et de là je suis rentrée aux États-Unis et tout de suite j'ai une opportunité à la Banque mondiale pour diriger un projet qu'on appelle la vie en Afrique, qui est en fait le plus vaste projet hors réseau, dirigé par une institution multilatérale qui fournit essentiellement un appui à des programmes existants de la Banque mondiale pour intégrer des éléments d'électricité hors réseau et d'autres déploiements hors réseau à leurs programmes existants. Donc, j'ai pu travailler à Madagascar, comme dit McLeave. J'ai travaillé également au Rwanda, où j'ai appuyé les efforts du gouvernement dans leurs efforts très ambitieux pour l'accès universel à court terme. Et j'ai appris énormément, pas seulement le solaire hors réseau, mais également les 10 autres opportunités d'accès à l'électrification et l'énergie. Là-bas, il m'a été demandé par mon ancien patron de travailler comme consultant en énergie. Là, nous avons essentiellement fourni à des clients une diversité de services allant, comme l'a dit McLeave, de la modélisation financière, la mise en place d'éléments de base pour la performance et pour les émissions et pour contribuer à élaborer, à mettre en place des fonds, que ce soit des fonds d'investissement ou des fonds basés sur les résultats, en fait, différents types d'activités pour aider à débloquer le SDG 7. C'est le 7e objectif de développement qui
vise l'accès à l'énergie abordable à travers le monde, à tout le monde universellement. Donc je suis ici au début comme chef de l'organisation qu'on appelle Insight, et c'est ce qui me donne la chance de parler avec des gens extraordinaires comme vous sur ces questions. Donc une petite pause pour vous parler un petit peu du mini-réseau en Haïti, parce que je suis sûre que ceci vous intéresse. Et puis, nous allons continuer avec l'ordre du jour pour la journée. Comme je vous l'ai dit, c'est le premier mini-réseau solaire hybride en Haïti. Ce que ça veut dire, c'est que nous générions de l'électricité à partir de solaire et à partir d'unités d'appui au diesel, naturellement avec un système robuste de batterie. Et à cause du timing de l'installation, vous voyez que c'est en 2015, vous voyez, ça veut dire que les batteries au lithium n'étaient, le coût des batteries au lithium n'était pas encore réduit considérablement, et c'est un des plus grands changements d'aujourd'hui si nous devions rebâtir ce mini-réseau. Les génératrices au diesel étaient là, mais devaient s'utiliser de manière très limitée seulement quand il y aurait des périodes très longues de périodes nuageuses. Le but était d'opérer littéralement, de fonctionner littéralement hors réseau et à partir de solaire, avec des équipements extrêmement pointus, comme par exemple la technologie de compteur intelligent, avec une capacité de surveillance à distance, capable de communiquer dans les deux sens. Donc tous les foyers connectés disposaient d'un compteur qui permettait de renvoyer des données à un point central sur le niveau de consommation, la qualité de l'électricité et une diversité de mesures nous permettant de vérifier comment le système fonctionne, nous assurer aussi que les clients payaient pour l'électricité consommée. Le système a été élaboré à cause du système de génération et de stockage. Ceci a été installé tout près de la route, tout près du marché, et la plupart des habitants résidaient à une distance d'environ 500 mètres de l'installation, donc ce qui a permis facilement de canaliser l'énergie. Mais ça a été quand même un projet très complexe et qui nous a appris beaucoup de leçons, et une des qualités de cet apprentissage, c'est que la fiabilité de l'énergie produite est bien plus élevée que ce que le DH est capable de fournir aujourd'hui, et même à la suite de l'ouragan Matthew, le système a été très peu endommagé et nous avons pu rétablir l'électricité aux communautés bien plus rapidement que les autres sources d'énergie fournies. Donc je voulais vous donner cette mise en contexte, et c'est de là qu'est né mon amour pour Haïti, et je voulais partager cette expérience avec vous. Maintenant, je vais partager avec vous ce que j'espère que vous allez apprendre. Je voudrais que vous reteniez ceci. Je voudrais que vous ressentiez la compréhension de l'énergie électrique à partir du solaire, que vous compreniez mieux les défaits, que vous compreniez mieux comment nous mettons en place des systèmes fiables dans les contextes où le réseau est faible ou non existant. Je voudrais que vous utilisiez vos cerveaux d'ingénieurs pour comprendre comment l'ingénierie est à la base des raisons pour lesquelles le solaire commercial, industriel et la mobilité fonctionnent et sont fiables dans un contexte comme celui d'Haïti. Je voudrais que vous commenciez à réfléchir à comment vous pouvez convertir les solutions techniques en modèles d'affaires résilients, et le rôle que vous pouvez et devez jouer dans l'avenir énergétique d'Haïti. Donc, lors du jour, je vais vous donner un petit peu de mise en contexte, et je vous présente le paysage de la situation aujourd'hui en Haïti. Pourquoi mon intervention est pertinente? Je m'excuse pour toute
erreur ou données non à jour. Il y a bien longtemps que je n'ai pas travaillé avec le ministère des Travaux publics et d'autres collègues concernés par cette mise en place de hors réseau. Et je voudrais que vous parlez du solaire commercial et industriel. Il y a 3 éléments. Dans ce module, on va parler des fondamentaux, donc la physique et le financement. Je vais vous présenter un certain nombre d'études de cas régionaux pour que vous compreniez à quoi ressemble ce déploiement dans la réalité. Et je vais vous dire comment cette technologie pourrait s'appliquer en Haïti. Après, nous aurons des sessions de questions, des sessions de questions-réponses et vous aurez tous l'opportunité de poser des questions sur le solaire. De là, nous parlerons de la E-mobilité, qui veut dire en fait mobilité électrique. Nous allons nous concentrer sur les modes de transport à 2 roues, comme par exemple les motocyclettes par opposition aux véhicules, aux voitures, parce que je crois que c'est la solution la plus pertinente pour Haïti. Actuellement, nous allons parler des fondamentaux de l'immobilité. Je vous présenterai les arguments des ingénieurs. On parlera des modèles commerciaux, on vous parlera des études de cas également d'Haïti, puis nous parlerons des défis pour un plus vaste déploiement et de ce qui est nécessaire à l'avenir dans ce sens. Voilà donc ce que vous allez entendre pendant la prochaine heure et 25 minutes. Regardons maintenant la mise en contexte. En Haïti, enfin, je ne vais pas dire que c'est le cas unique, mais une des réalités haïtiennes, c'est que Haïti fait face à une double crise. Et la première, qui est la plus terrible, c'est que l'EDH a de véritables difficultés à satisfaire la demande. Comme beaucoup de services publics dans les pays en développement, il n'est pas solvable, ne génère pas assez de revenus pour couvrir ses dépenses et fait face à d'énormes défis techniques. Je ne sais pas si ce chiffre, ce nombre est actuellement valable, mais il est dit qu'aujourd'hui, 60% de l'énergie est générée mais n'arrive pas aux clients. Je vais clarifier. Ces pertes peuvent résulter de problèmes techniques, ce qui veut dire qu'elles peuvent résulter de l'inefficacité du système, de la manière dont l'énergie est générée et distribuée. Il se peut aussi que ce soit des problèmes non techniques associés plutôt au non-paiement de l'électricité consommée ou au vol carrément. Donc ce sont d'énormes problèmes qui entraînent un cercle vicieux. L'insolvabilité veut dire que l'EDH n'a pas l'argent pour investir dans l'amélioration, dans la production et la transmission de l'électricité, et ainsi la rentabilité est non existante. Là encore, mes recherches indiquent que la plupart des utilisateurs ne reçoivent l'électricité que 4 à 6 heures par jour. Ce qui veut dire que le réseau actuel n'est pas fiable pour les utilisateurs. Donc, les utilisateurs doivent élaborer leur propre système d'alimentation autour de ce déficit. Parlons maintenant du deuxième échec. Bon, là, nous savons qu'il s'agit d'une cible mouvante. Nous avons des bons jours et des mauvais jours en Haïti, mais la réalité, c'est que Haïti ne produit pas ses propres ressources pétrolières et dépend à 100% d'importation à travers un seul terminal. On parle du terminal de Vareux, situé à Vareux. Vous vous rappelez qu'il y a de temps en temps des blocages qui empêchent la distribution et occasionnent des raretés.
les entreprises ne peuvent, et les foyers ne peuvent pas se fier à cette distribution et doivent avoir recours à des génératrices. Ils ne peuvent même pas obtenir le carburant pour faire fonctionner ces génératrices. Donc, c'est véritablement une situation à risque et difficile pour les utilisateurs de toutes catégories. Donc c'est plus facile pour moi de vous parler de la technologie CNI qui peut véritablement débloquer le problème de stockage de l'énergie qui résulte des situations. Plus largement, il faut parler du problème de l'accessibilité de l'accès. Le taux d'accès, en principe, est de 51% à l'énergie en Haïti. Ce qui veut dire que 51% de la population, en théorie, devrait avoir accès à l'électricité. Mais on appelle ça d'un indicateur de vanité. Il nous dit le nombre potentiel de connexions, mais il ne nous dit pas quelle quantité d'électricité ou de flux d'électrons vers ces clients. Et ceci également masque un chiffre, masque un écart énorme entre l'urbain et le rural. 80% de ces personnes qui auraient accès sont en milieu urbain et 3% en milieu rural. Donc, il y a énormément de travail en milieu rural pour donner l'accès aux utilisateurs. Et à cause de la faible fiabilité du réseau national, cet accès est simplement mauvais. En fait, pas d'accès du tout. Je fais un aparté ici parce que c'est une des activités que l'on a vu se développer depuis la dernière décennie et j'ai fait référence pratiquement tous les jours. C'est le réseau à 3 niveaux pour l'accès des foyers à l'électricité. C'est une matrice qui vous montre qui vous dit si l'électricité est de bonne qualité ou pas. Donc, on a le premier niveau au niveau 5. Le niveau 1 étant le plus faible, où il n'y a pas d'accès, et le niveau 5 étant le plus haut niveau, fort niveau d'accès. Et il y a 7 attributs différents qui permettent d'évaluer la qualité de l'accès. Je ne veux pas dire que ce soit de 1 à 7 le plus important, mais quelque sorte ça l'est. D'abord, c'est la capacité, c'est la quantité d'énergie que les clients obtiennent de leur source énergétique. On voit que pour le plus faible niveau, c'est au niveau 0, le plus faible niveau de consommation jusqu'au niveau le plus élevé. On parle de la capacité de mettre en activité, d'opérationnaliser des équipements assez importants comme l'électricité générale, les climatiseurs. Le deuxième, c'est la quantité d'heures auxquelles vous avez l'électricité. Ce que j'ai dit de l'EDH est vrai, c'est que d'une manière optimale, l'EDH ne fournit que 4 à 6 heures par jour dans les régions urbaines, même s'il y en a assez pour les climatiseurs, le niveau reste moins de 8 heures par jour. Donc, la qualité du système reste au niveau de même, la fiabilité, on atteint seulement le niveau 4 si on a moins de 14 interruptions ou blackout par semaine, et la qualité du système ne peut pas affecter, ne doit pas affecter le type d'équipement que le client utilise. Très important, c'est la question de savoir est-ce que cette électricité est abordable. Si le coût d'électricité est tellement élevé que vous devez dépenser plus que 5% des revenus du foyer, ça veut dire que cette matrice nous dit que ce coût impacte moyennement ou de manière très élevée le fonctionnement du foyer. La légalité, et ceci c'est commun à travers le monde. Nous avons un client branché légalement
et qui partagent l'électricité avec tout un quartier, le quartier payant aux clients. Et à partir de ça, on peut avoir un niveau d'électrification à 4 ou 5, mais on a également beaucoup d'accidents dans les foyers à cause de la qualité même des branchements qui parfois est douteuse. Ceci n'est pas tellement pertinent pour la discussion sur le soldat commercial et industriel, mais c'est une manière intelligente d'aborder le problème avec l'esprit de l'ingénierie. Ça nous permet d'évaluer les problèmes à partir d'un système d'évaluation qui nous fait dire oui ou non et qui nous permet de mieux qualifier la distribution de l'énergie. Parlons un petit peu du réseau de facto de fait, du fait que Haïti ne génère que 500 mégawatts d'électricité à partir de générateurs diesel. Et ceci dépasse la capacité fiable de l'entreprise EDH. C'est la principale source d'électricité pour l'ensemble de l'économie commerciale. Il s'agit là des principaux consommateurs qui ont besoin d'une alimentation fiable pour leur fonctionnement. En termes du nombre d'unités, il se dit qu'il y a plus de 50 000 génératrices à Port-au-Prince seulement, et un rapport extrêmement intéressant publié il y a quelques années, publié par IFC, qui s'appelle l'empreinte sale du réseau en Haïti. Haïti est un très petit pays avec à peine 12 millions d'habitants qui a plus de 100 000 génératrices en fonctionnement à travers le pays. Donc, il faut un déploiement gigantesque et c'est un coût phénoménal que les entreprises, les foyers supportent. Donc, c'est très décentralisé mais inefficient à l'intérieur d'un réseau qui lui-même est mauvais. Il y a un coût fantôme accompagnant cette production. Ça veut dire que le coût d'exploitation des entreprises à partir d'énergie produite au diesel voit que son principal coût opérationnel, c'est celui du carburant. Et sa dépendance également vis-à-vis d'une seule source de carburant est une source de déficit pour les entreprises et pour les pays. De nombreuses entreprises n'arrivent pas à fonctionner et ceci a un impact extraordinairement négatif sur l'ensemble du pays. Parlons un petit peu des coûts maintenant. Je sais que récemment, les subventions du coût du pétrole ont été enlevées. Donc, les coûts ont grimpé. Le coût du gallon est environ 4,75 $. Pour le diesel, ça a également beaucoup monté. L'approvisionnement s'est stabilisé, mais le coût a considérablement augmenté. Donc, le changement maintenant, c'est que le carburant n'est plus rare actuellement. L'électricité produite par le réseau reste redevenue la source principale, primaire. Mais en même temps, ce coût est artificiellement élevé parce que les revenus que l'entreprise EDH génère ne suffit pas pour couvrir son coût d'exploitation. Donc, nous nous retrouvons ici dans un piège. Ça veut dire que les entreprises peuvent se procurer du carburant, mais ne peuvent pas se procurer, non pas d'électricité fournie par le réseau qui reste très faible. Donc, pour le coût du CI solaire est capable de faire compétition aujourd'hui au prix de
l'énergie fournie par les sources traditionnelles. Et ceci est une opportunité énorme pour passer à l'énergie solaire. Ça veut dire que les gens qui dépendent tellement du carburant pour le transport, c'est surtout le transport par mototaxi, sont véritablement affectés par le prix du carburant. Et ce serait une belle opportunité qui pour eux de passer à l'énergie solaire et faire baisser le coût d'exploitation de ces mototaxis. Donc, je voudrais vous parler de ce que ça veut dire de manque de fiabilité, ce que ça veut dire du point de vue pratique. Si vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas faire des affaires. Mais c'est plus profond. Ce sont les risques également qui dérivent d'un système d'électrification peu faible, peu fiable. Il y a le problème de chute du voltage en dessus des seuils requis. Ça vous donne des petits blackouts très courts et la fréquence des fluctuations. Tout ceci c'est très mauvais pour les affaires parce que ces chutes de voltage peuvent endommager les équipements. La plupart des entreprises utilisent des compresseurs, des moteurs, des équipements, par exemple, de laboratoire ou médicaux qui doivent avoir une source d'électricité stable, fonctionnent avec une électricité entre guillemets sale et font face à des coûts considérables associés à ces petites faiblesses du réseau. Même si ces entreprises travaillent avec des génératrices, il y a toujours le risque d'avoir acquis un carburant contaminé, sale. Donc, il y a souvent une adultération si vous travaillez avec les galons fournis justement de manière informelle. Donc, il y a d'énormes problèmes associés à la qualité du carburant et c'est vraiment très mauvais pour les entreprises qui fonctionnent à partir de la gasoline et du diesel. Et même pour les véhicules électriques, il y a également un impact. Les véhicules électriques modernes ont des systèmes sophistiqués de gestion de l'énergie solaire, mais également peuvent être fragilisés par la mauvaise qualité de l'énergie, alors que l'énergie solaire fournit une plus haute qualité d'énergie pour l'exploitation de véhicules à moteur, comme les voitures par exemple. Maintenant, parlons un petit peu du coût associé à l'investissement dans la mauvaise technologie. Par exemple, là où j'habite aux États-Unis, là, presque tout le monde a encore une ligne téléphonique terrestre. Ça a l'air fou aujourd'hui que des gens ont encore des lignes terrestres, mais en Haïti, la fiabilité, le réseau se base surtout sur le cellulaire qui est bien moins coûteux et plus fiable. Donc, nous avons réfléchi à ce modèle et nous avons réfléchi à comment faire le grand bond des lignes terrestres à un autre type de distribution pour pouvoir autonomiser les communautés sans avoir à exploiter des lignes à haut ou moyen coût sur de longues distances. Et pourquoi c'est une opportunité aujourd'hui? C'est que la technologie, les équipements requis pour opérationnaliser les lignes à haut voltage, que les conducteurs sont devenus plus élevés, les transformateurs sont devenus plus élevés, les pylônes sont devenus plus chers à installer. Donc, les coûts associés à l'extension des réseaux a augmenté alors que pour l'énergie, à partir de sources renouvelables, les coûts ont chuté considérablement. Ils sont modulables, peuvent être augmentés à l'échelle, ils peuvent desservir les besoins initiaux des communautés et être développés ou étendus. Il n'est pas nécessaire d'avoir
un accord ou un réseau national ou un consensus national pour exister, qu'est-ce que cela veut dire du point de vue de l'ingénierie? Vous ne devez pas simplement attendre et vous attendre que le réseau traditionnel va se développer dans la plupart des pays en développement. Aujourd'hui, la tendance, c'est la mise en place de modes de distribution indépendants, autonomes, qui peuvent fonctionner de manière autonome, indépendante, mais surtout à un bien plus faible coût. Donc ça, c'est la fin de notre mise en contexte et nous passons maintenant à la présentation sur CNI. CEI, ça veut dire commercial et industriel. Là, nous parlons du type de client qui bénéficie du système. Ça veut dire que les systèmes d'énergie solaire sur site équipés de batteries est créé pour les besoins du client, des usines, des petits groupes. Donc, ceci révolutionne la manière de concevoir les installations électriques à petite, moyenne et grande échelle. Et nous les voyons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui sur les toits de nombreuses petites maisons des petits panneaux solaires qui répondent aux besoins initiaux des foyers. Donc, il est possible d'avoir plusieurs pics de quelques mégawatts jusqu'à une plus grande échelle, quelques mégawatts jusqu'à de très grands nombres de mégawatts. Donc, c'est pour d'abord réduire le coût de l'électrification et d'alimenter les utilisateurs en énergie. Le système consomme littéralement à l'endroit même où l'électricité a délivré et peut être comptabilisée à partir de compteurs. Et le système ne va pas dérailler parce que ce sont les utilisateurs qui sont reliés directement à la production. Quels sont les actifs? Ceci veut dire que les toitures, les parkings peuvent être transformés en centrales électriques et créer cette fiabilité de l'approvisionnement en énergie électrique pendant 10 ans ou plus, qui permet de protéger les utilisateurs de la volatilité des coûts et des réseaux. Ici, j'ai montré ce à quoi ressemble un petit réseau par rapport à un très grand réseau, et ceci fonctionne à partir d'un ondulateur hybride qui peut utiliser plusieurs types d'énergie, par exemple l'énergie produite par une génératrice, par exemple le solaire, l'électricité AC, DC et le réseau avec les inputs et l'output en AC et RDC, avec 20 kWh de batterie pour le stockage. Et vous voyez la différente charge de la partie gauche de votre écran, la différente charge que vous pouvez brancher. J'ai l'impression qu'en Haïti, que ces systèmes sont en train d'être déployés sans même être branchés sur le réseau traditionnel et fonctionnent de manière totalement autonome, en grande partie, je crois comprendre, parce qu'il n'y a pas de mise en place de compteurs nets. Il n'y a là où, par exemple, un producteur d'électricité peut exporter la production excédentaire et la réinjecter sur le réseau. C'est quelque chose qui n'est toujours pas très commun dans les pays en développement, mais qui va éventuellement, c'est-à-dire l'injection de kilowatts excédentaires dans le réseau pour retour au fournisseur initial. D'abord, il y a pourquoi est-ce que c'est une bonne solution? D'abord, la résilience du système qui peut fonctionner indépendamment du réseau et qui ne dépend pas de l'approvisionnement par exemple, l'EDH. La qualité de l'électricité est très bonne, il n'y a pas de pic de tension ni de baisse
de fréquence qui endommage la machine coûteuse. Le moteur est économique. Je crois que l'électricité produite peut tomber à 10 centimes par kilowatt. Également, quand vous avez des batteries associées au système, le coût est plus élevé. Le coût des batteries va dépendre des utilisations au cas par cas. Mais imaginez que vous ayez un acteur commercial qui fonctionne pendant les heures de la journée et qui n'utilise pas son électricité le soir. Ils peuvent mettre uniquement une très petite portion du backup en marche. Et ce qui veut dire que l'électricité peut courir de 0,35 centimes à 1 kilowatt, à $1 par kilowatt. Donc vous voyez immédiatement la quantité d'argent économisé. Ce qui veut dire qu'en termes de changement de classe d'actifs, les entreprises cessent de louer l'énergie, ça veut dire d'acheter le carburant, et commencent à être propriétaires de l'énergie en investissant dans des infrastructures. Ceci transforme une dépense incontrôlable, aléatoire, en un actif gérable. Si vous demandez à n'importe quel commerçant industriel quelle est leur plus grave préoccupation, c'est de ne pas savoir quelle sera leur source d'alimentation ou le prix de l'électricité. Ceci change considérablement leur perspective de développement. D'un côté, on voit un système commercial industriel installé dans une zone de safari au Kenya. C'est un hôtel pour ceux qui sont intéressés à voir les animaux dans la nature. On voit encore un autre système ici installé sur des halles, et à droite on voit un système installé au-dessus d'un parking adjacent à un complexe industriel. Ce qui est beau avec le parking, c'est que les panneaux solaires fournissent également de l'ombrage aux véhicules et protègent la qualité et la durée de vie des automobiles. Regardons un petit peu les coûts. Il est difficile de trouver des données fiables sur le CEI à travers le monde parce qu'il y a tellement de variables. Ce que je voudrais vous montrer, c'est comment le coût de solaire utilisé à grande échelle a baissé. En 2010, il y a à peine 15 ans, c'était environ 41 centimes. Aujourd'hui, c'est 0,04 $ par kilowatt, même moins. Donc, nous voyons qu'il y a une baisse de 90% du coût de cette électricité. En réalité, comme je vous l'ai dit, l'électricité CEI peut fournir d'électricité à 2 fois, au moins 2,5 fois ou 2 fois moins cher que l'électricité fournie de manière traditionnelle. Le tableau à droite de l'écran vous montre les coûts du carburant brut et son évolution depuis les années 40. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à environ 60 $ par baril, mais le coût ajusté à l'inflation au cours des 25 dernières années a été d'environ 80 $ par baril. Et là, nous parlons du pétrole non raffiné. Vous pensez bien qu'une fois raffiné, ce pétrole devient beaucoup plus cher. Et ce que vous payez aujourd'hui en Haïti représente un coût considérablement plus élevé. Mais la réalité, c'est que les prix des carburants bruts et raffinés vont continuer à augmenter sur les marchés internationaux. Mais au fur et à mesure que le coût des batteries eux-mêmes, le coût des batteries elles-mêmes va baisser. Donc,
On se demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de cette initiative à travers le monde. La première principale raison, c'est le mur CAPEX, c'est la barrière financière. La manière dont les entreprises fonctionnent, elles ont des fonds de roulement faibles, ne leur permettant pas de couvrir les dépenses des investissements à long terme. Donc, ils sont obligés d'avoir des génératrices parce qu'ils peuvent acheter quelques gallons par-ci, quelques gallons par-là, sans investir elles-mêmes dans des grandes citernes. Le coût est faible à l'entrée, mais la dépense sur le long terme est très élevée et correspond surtout au flux de trésorerie des entreprises. Quand on parle de solaire, on paye d'avance l'énergie. Vous achetez 10 ans d'électricité ou plus dès le premier jour de l'utilisation. Donc ici, il y a une véritable considération à prendre. Ici, n'oubliez pas le piège, l'électricité traditionnelle, les entreprises ont besoin de leur fonds de roulement pour acheter des intrants, l'électricité, pour payer leurs travailleurs ou leurs ouvriers, et n'ont pas d'argent suffisant disponible pour investir dans un gros système solaire. Même si ce système pourrait les aider sur la durée, mais trouver l'argent pour cet investissement initial est vraiment difficile. Donc, c'est ici que dans la plupart des contextes, les banques et les financiers interviennent. Mais le problème, c'est que les banques locales voient ces types d'investissements comme étant à haut risque. Ils ne comprennent pas ce type de production ou de fonctionnement et demande collatérale très élevée, par exemple. Si le système exigerait 500 000 $, il voudrait ou elle voudrait que vous donniez une hypothèque sur tous vos biens, sur votre véhicule, vos véhicules, sur tous vos actifs pour garantir ces prêts. Et même quand ils acceptent de financer, leur taux d'intérêt est trop élevé, ne vous permet pas de voir un investissement intéressant, un retour intéressant sur vos investissements. Ce n'est pas parce que ces systèmes ne sont pas profitables, mais ils sont difficiles à financer. Il est difficile de trouver un financement pour eux. Maintenant, parlons un petit peu de stockage. La plupart des systèmes CI ont été déployés sans batterie, ce qui veut dire qu'il était capable de générer une charge en temps réel, mais si le soleil faiblissait ou à la fin de la journée, il était très difficile de conserver. Et il serait à ce moment-là possible de réalimenter le réseau et se réalimenter par du système. Mais les batteries au lithium spécifiquement ont vu leur coût baisser considérablement. Donc, maintenant, ils sont associés au solaire et leur coût a baissé de 90% depuis 2010. Donc, les systèmes solaires et les systèmes de stockage deviennent très courants. Dans un pays comme Haïti, c'est important pour la plupart des pays. C'est nécessaire pour la plupart des pays. Les batteries sont non seulement résilientes, mais fournissent l'approvisionnement stable et vous donnent électricité au besoin, mais stable. Et à cause de la chute des coûts, les batteries sont pas sorties ne sont plus un système de luxe, mais sont devenus un accessoire élémentaire. Nous voyons au bas de la page comment les coûts ont évolué, la chute massive des coûts. Vous voyez aussi comment les batteries seraient habituellement installées autant que possible à l'extérieur, dans un enclos ou dans un immeuble indépendant, parce qu'il y a toujours un risque, au moins avec les batteries au lithium de mauvaise qualité, c'est le risque qu'elles prennent feu. C'est un risque inhérent à ce type de batterie. Maintenant, retournons au défi d'ingénierie
il y a des décisions importantes à prendre en matière d'ingénierie quand vous concevez un système d'électrification. Le premier, c'est d'abord le PV solaire et comment dimensionner vos équipements. Au cours des 15 dernières années, la documentation nous montre comment le solaire à plus faible coût a impacté la mise en place des systèmes. Le solaire est devenu tellement moins élevé, il est logique de surdimensionner autant que possible les systèmes solaires. Ce qui veut dire qu'il y aura des moments où vous allez produire plus d'électricité que vous pouvez utiliser ou stocker, mais c'est toujours logique, plus logique d'avoir à passer la génératrice de manière plus ou moins fréquente. Avec le dimensionnement des batteries, les batteries elles-mêmes, en dépit des coûts baissés, les batteries restent quand même chères. Elles sont essentielles pour fournir la charge, en particulier le soir, pour pouvoir fonctionner hors réseau. Mais si vous surdimensionnez les batteries, vous allez affaiblir votre retour sur investissement et en fin de compte, vous allez avoir trop d'électricité non utilisée. Ceci va affecter la rentabilité des projets. Donc, l'essentiel, c'est de couvrir les pics nocturnes et les périodes de demande de pic. Et quand la production devient trop faible, vous pouvez recharger les batteries en utilisant une génératrice pour recharger ces batteries jusqu'à 70 ou 80%. Mais bien que vous vouliez utiliser la génératrice le moins que possible, c'est toujours un modèle économique pour l'utilisation des batteries au lithium et c'est mieux que de surdimensionner vos batteries. Donc, là, il faut équilibrer le solaire, les batteries et la génératrice. Donc, vous avez des contrôleurs hybrides, des ondulateurs hybrides qui organisent la manière dont l'électricité est générée et les bonnes installations optimisent la production et minimisent la nécessité d'utiliser les génératrices et la consommation de carburant traditionnel. Vous voyez sur le côté droit de cette diapositive ce que j'essaie de démontrer et voyons ce que ça veut dire en tant que modèle commercial. Donc, le stockage est essentiel parce que il faut élaborer un système de conservation qui couvre la demande sur 24 heures. Nous voyons également les éléments essentiels pour l'élaboration d'un nouveau modèle économique et commercial qui vous permet de rentabiliser les actifs que vous avez correctement dimensionnés. Le problème que nous avons décidé, le premier investissement en solaire est coûteux, mais c'est après l'installation que vous voyez les économies. La plupart des entreprises ne peuvent pas se payer ce premier investissement, mais ils peuvent les envisager. Ils ont besoin de cash et c'est difficile pour eux d'investir dans une infrastructure sur 20 ans. Il y a également les autres composantes qui devront être remplacées. Et au fil du temps, les ondulateurs ont une bonne capacité, mais ne vont pas durer plus de 10 ans. Donc, ce sont les composantes qui devront être remplacées sur 10 ans. Donc, on parle d'une durabilité de 10 ans, mais certaines composantes, dont en particulier le système de captation d'énergie solaire, durera plus longtemps que 10 ans. Et puis, il y a la question aussi du risque technique. Les entreprises peuvent se concentrer sur leur activité et non pas se concentrer sur l'exploitation d'une centrale électrique. Donc, dans le contexte de pays en développement, il y a des services énergétiques où des prestataires externes offrent la possibilité d'installer
de monitorer et d'entretenir les systèmes solaires sans avoir de prépaiement. Ils signent un contrat où l'entreprise accepte d'acheter l'électricité à un fournisseur qui installerait ses équipements à un prix stable sur une période. Là, le client n'est pas obligé de faire l'investissement, de s'assurer lui-même de l'entretien et de la gestion. Donc là, les accords d'achat d'électricité permettent que les coûts sont toujours plus faibles que l'électricité de ville. Autrement, les gens n'auraient pas signé ces contrats. Donc, ceci permet que les actifs soient déployés, que le client accepte de payer l'électricité parce qu'aujourd'hui, il paye peut-être 35 centimes par rapport au coût de vie qui est beaucoup plus élevé. Donc, il y a une incitation à signer ce type de contrat, la réduction des coûts d'exploitation dès le premier jour de fonctionnement. Et le risque associé au système sont transférés au développeur qui lui-même doit être un expert dans le déploiement de ces systèmes solaires. Donc, à quoi ressemblent les clients typiques en Haïti? Et ce sont des photos réelles d'Haïti, de ce que j'appelle des systèmes, des installations appropriées CEI. Ici, on voit une tour de téléphonie cellulaire alimentée par les panneaux seulement, et en bas, nous voyons un hôtel dans le nord du pays qui est aujourd'hui électrifié à partir du système solaire. Je crois que les meilleurs sites pour ces systèmes sont aujourd'hui les usines qui font la transformation de produits agricoles à l'échelle, par exemple, les usines de traitement d'avocats et de mangue, les huiles essentielles, les activités industrielles importantes. Par exemple, les tours de communication qui ont besoin d'être alimentés 24 heures sur 24 avec des sources fiables et de manière très intéressante. Les petits réseaux que j'ai contribué à construire en Haïti ont été alimentés par la production excédentaire d'une génératrice au diesel qui approvisionnait ces tours. Donc le tour est assez fiable pour pouvoir fonctionner à partir d'énergie renouvelable et même dégager un excédent. Nous avons parlé de l'hôtellerie et des stations balnéaires qui peuvent éviter des blackouts, alors, et alimenter leurs installations. Et les clients potentiels sont ceux qui sont impliqués dans les services financiers, les succursales de banque, les guichets automatiques, qui doivent être connectés pour pouvoir traiter les transactions. Donc voilà quelques exemples d'entreprises qui pourraient profiter de manière intéressante de ces opportunités. Donc si vous pensez très large, vous regardez des clients qui ont besoin, le son est parti, qui ont besoin de sources fiables parce qu'ils gèrent des sources sensibles de données. On parle de clients qui parlent déjà beaucoup pour l'électricité, qui n'ont pas vraiment besoin d'électricité à faible coût, mais qui ont besoin d'électrification fiable. Maintenant, regardons quelques études de cas. J'aime les études de cas pour étudier les modèles d'affaires. Et on peut mieux comprendre ce qui se passe à travers le monde. Le premier cas, c'est un client au Nigeria qui s'appelle Psaltri. C'est une centrale industrielle qui traite, par exemple, qui transforme la cassave et d'autres produits à l'amidon qui ont besoin de charges de production industrielle importante pour les moulins, pour les pompes, pour les séchoirs et pour la réfrigération. Donc, une forte demande en électricité.
avant l'installation d'un système CI solaire sur les parcs très différents d'Haïti, ils avaient une certaine alimentation par leur propre DH, mais seulement moins de 4 heures par jour en général. Ça veut dire qu'ils utilisaient des génératrices au diesel pendant 16 à 20 heures par jour. Donc, un coût extrêmement élevé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont installé? Le développeur a installé un système de 1,6 MW aux heures de pic. C'est un système très fort avec 3000 panneaux, avec des batteries de 1,6 MW. Il faut garder à l'esprit que le ratio entre la taille des batteries et la taille du système solaire, comme vous voyez, ici, c'est environ 1,16 fois la taille du système solaire. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, c'est un système totalement hybride qui peut fonctionner à partir de solaire, bien sûr les batteries, mais également à partir du diesel. Quelle était leur vision pour le fonctionnement du système? L'idée était que ce système satisferait la demande de production journalière et que la charge nocturne, la charge de nuit également, également la demande en période de pic. En Haïti, ce serait vraiment pour les génératrices, c'est la période de très mauvais temps, bien que les batteries seraient vraiment vides. Ils ont signé un contrat de 20 ans pour l'achat de l'électricité. Ils n'ont rien à payer d'avant. Le développeur reste propriétaire des installations. Le client avait également un coût par kilowattheure moins élevé que celui de l'électricité de ville. Quels ont été leurs résultats? 60% de réduction du coût de l'électricité et l'électricité très faible. Ça veut dire 750 000 $ d'économie par rapport à un système qui fonctionnait uniquement au diesel. Donc, vous voyez l'échelle de l'économie dans ce cas. On a parlé des banques comme client potentiel intéressant. On parle de Southside Energy, c'est un des développeurs les plus importants au Nigeria qui a un système multibanque où ils fournissent un système de solutions financières semblables à des banques à travers le Nigeria. Comme je vous l'ai dit, c'est les banques n'ont pas l'électricité fiable. Les ordinateurs, les caisses ne fonctionnent pas, les ordinateurs des bureaux, les guichets automatiques ne fonctionnent pas, et les transactions même en cash deviennent limitées, donc la demande très élevée est très importante. Au Nigeria, le réseau de ville est très peu fiable. Donc ceci veut dire que la plupart des banques commerciales dépendent surtout de génératrices au diesel. Quand vous imaginez le nombre de succursales de banques. Au Nigeria, c'est un pays très vaste, les succursales distantes les unes des autres, beaucoup de consommation de diesel, des pannes de génératrices, et des problèmes d'entretien. Vous imaginez quand une banque n'est pas approvisionnée en électricité. À quoi ça ressemblait? Donc, ils ont installé des systèmes hybrides à travers les banques, beaucoup de solaire déployé. Dans le premier exemple, les batteries, les systèmes PV qui permettent d'intégrer la demande pour la climatisation qui demande beaucoup d'électricité pour fonctionner. Les ordinateurs hybrides, c'est la première fois dont je parle du RMS ici, le système de gestion à distance. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez de nombreuses installations, vous voulez pouvoir gérer les installations et leur performance. Si vous êtes le développeur et qu'on vous paye seulement, si le client a l'électricité, vous voulez identifier immédiatement les problèmes dans le système en temps réel.
par rapport à un client qui vous appelle enragé pour vous dire mon système ne fonctionne pas. Vous voulez pouvoir voir le client, voir pourquoi il ne fonctionne pas et envoyer quelqu'un, un technicien sur place pour réparer immédiatement. C'est peut-être un problème qui peut être géré à distance. On peut voir que quelqu'un a accidentellement, malheureusement, actionné un système qu'il n'aurait pas dû, et ceci peut être réparé. Donc, c'est un système de gestion qui est beaucoup moins coûteux par rapport aux récriminations que vous entendez à distance, sans contrôle. Donc, ce qu'ils ont fait ici, qui est très intéressant, ils ont créé un modèle, ils ont modélisé le système de déploiement, l'ont standardisé pour chaque installation après une évaluation très fine pour savoir ce qui était moins élevé, plus facilement gérable. Et ils ont eu, plutôt que d'avoir les systèmes modélisés pour chaque banque, sachant que ce n'était pas forcément un modèle universel, mais c'est beaucoup mieux que si c'était un modèle conçu pour chaque succursale. C'était beaucoup plus logique d'avoir une modélisation pour l'ensemble du système que pour un système ad hoc pour chaque entité. Là, ça peut aussi permettre de modéliser les coûts. C'est un peu complexe pour les ingénieurs, mais ceci est bon pour le secteur en général parce que ça permet beaucoup plus de standardiser l'installation, la production, la gestion. Alors, des économies, ça signifie de 30 à 35 réductions des coûts de diesel, l'amélioration de l'utilisation de l'ATM, ce qui veut dire plus de transactions automatisées, donc des coûts d'échelle et d'utilisation pour les entreprises. Voilà un autre cas, à la Sierra Leone, c'est un cas pour un système industriel de production de planches à partir de bois de foresterie. Ici, il n'avait pas du tout de solaire, il se basait uniquement sur les génératrices avec une demande élevée, dépendant à 100% du diesel. Là, nous parlions d'une activité rurale. La Sierra Leone n'est pas très bien desservie en réseau côtier avec des coûts logistiques pour l'acheminement du diesel dans les lieux reculés. C'était problématique. Ces génératrices ne fournissaient pas non plus une énergie propre et fiable et avec une usure accélérée des équipements sur place. Donc, ce qui a été installé, là, ils ont mis un système de 200 kW à période pic avec 500 600 panneaux et des batteries de 384 kWh. Dans ce cas, les batteries sont un peu plus grosses et le ratio là est de 2 à 1. Je crois qu'il s'agit d'un contexte totalement indépendant du réseau de vie, donc ils ont eu besoin d'un peu plus de backup que les autres systèmes traditionnels. Ceci veut dire, en termes de stratégie, d'opérationnalisation, les batteries sont chargées la journée, charger batteries, les batteries fournir l'électricité en tout temps dans le soir avec l'utilisation seulement des génératrices en période très nuageuse. Là, ils ont également consigné un contrat d'avance avec le développeur sans investissement par le consommateur, par le client, et une réduction de 78% de réduction de consommation des diesel et beaucoup moins de frais d'entretien. Et ceci veut dire une électricité produite plus faible et des équipements avec une meilleure performance et une durée de vie. Donc voilà l'essentiel de ma présentation. Ça c'est au Kenya. Par exemple, une compagnie qui s'appelle Soko Fresh
qui offre un service de réfrigération qui vise les plus petits producteurs agricoles qui produisent plus que leurs propres besoins de consommation, mais ce n'est pas véritablement une production industrielle. Ce qu'il leur fallait, c'est l'amélioration de la quantité d'argent qu'ils font sur la production agricole. Il y avait beaucoup de pertes de leur côté dans la chaîne de valeur à cause de la chaleur en particulier. Donc là, ils perdaient 30 à 40% de leur production perdue après la récolte. Donc ici, ils ont créé une installation de 5 tonnes pour le stockage de leurs denrées, permettant à leurs producteurs de stocker leurs avocats, par exemple, leur mangue, empêchant de pourrir prématurément, réduisait la nécessité de vendre pratiquement l'ensemble de leur production à des intermédiaires pour que ces produits ne pourrissent pas entre leurs mains, et leur coût était basé sur le nombre, la quantité de produits stockés par jour dans les installations. Donc ici, ça a permis véritablement d'augmenter leurs revenus de 30 à 40% à cause de la baisse des pertes par pourrissement. Ceci aide les producteurs à mettre ensemble leur production pour avoir 10, par exemple, producteurs mettant ensemble leur production pour vendre l'ensemble de leur production dans l'ensemble à un meilleur coût, et leur coût leur coût de production est tombé pratiquement de 30 à 40% à presque zéro. Un autre aspect intéressant, technique intéressant, c'est que ils ont trouvé que c'était effectivement moins cher d'utiliser le stockage thermique en fait par la glace pour fournir la réfrigération spéciale. Au lieu de fournir l'électricité pour la réfrigération, ils ont créé l'électricité pour créer la production de glace. Là, c'est une tournure très intéressante et très efficiente de l'utilisation de l'énergie produite. Là, retournons à l'électricité. CEI en Haïti. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez un produit bancable. Les organisations, les entités qui ont la capacité de payer, qui recherchent la fiabilité, qui seraient des produits intéressants pour une entité financière. Des développeurs qui sont assurés de pouvoir continuer leur investissement sur une période valable. Le prochain point, qui est très important, mais une belle opportunité, c'est le traitement de produits agricoles et autres activités industrielles, par exemple les moulins, le stockage à froid, les boissons en bouteille et les zones franches. Je le vois ceci en Afrique, et toutes les activités où il y a des zones franches. Donc là, ce sont des activités qui auraient pu utiliser une énergie électrique à 30% moins chère que l'électricité de ville. Là encore, l'absence de casse-tête pour les utilisateurs qui paient déjà 0,35 $, à $1. Pour l'électricité, là, il faut évaluer la solvabilité des entreprises sur 10 ans. C'est un défi, mais c'est certainement une meilleure opportunité, même à court terme au niveau individuel, mais à plus long terme sur le niveau plus élevé. On n'a pas énormément de temps ici, mais ingénieur McLeaf, est-ce qu'on devrait avoir une brève section et questions-réponses, ou bien est-ce qu'on devrait passer à la prochaine section? Qu'est-ce que vous pensez? J'ai vu quelques questions déjà.
Donc peut-être que ce serait bien de les prendre maintenant. Prenons quelques minutes pour les questions. Donc on va essayer, de là on ira à la mobilité un peu plus vite. En fait, il y a 3 questions ici, je ne sais pas pour dans la salle. Y a-t-il des questions dans la salle? Avant que nous passions à la prochaine présentation. Oui, oui, bonjour. Ici, nous sommes sur le campus de l'université Quisqueya à Turgeau. Donc, on va lancer la première série de questions. Oui, on a des questions au niveau de la salle. Donc, je demande aux étudiants qui veulent poser des questions de se présenter, nom et prénom, organisation. Ensuite, on pose la question de façon brève. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Louis-Jose Maxon, étudiant à l'Université américaine des sciences modernes d'Haïti, UNASMO. Ma question est la suivante. Quel est l'impact économique de l'intégration massive du solaire sur un réseau instable, notamment en termes de coûts supplémentaires liés au renforcement du réseau, au stockage et au système de contrôle, comparé aux dépenses récurrentes d'entretien des génératrices diesel? Merci. Et je pense que c'est mieux de rassembler les questions, parce qu'on peut avoir des questions similaires, et là, on pourra, l'intervenant pourrait éventuellement répondre aux différentes questions. Avez-vous d'autres questions au niveau de la salle qui concernent la première partie de la présentation? On a une deuxième question. Je suis Jean-Kevin Tipoli, ingénieur diplômé à l'université GOC. Compte tenu de la faible production électrique nationale et de la prévalence des génératrices privées, quelles mesures pourrait-il prendre pour soutenir le déploiement de micro-réseaux solaires et d'autres solutions décentralisées? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une troisième question ou bien on permettra à l'intervenant de répondre aux 2 questions? Pour la salle, c'est bien, McLeave, et je vous passe la main pour répondre aux questions. OK. Merci, Dr. Alex. So, Ian, let's answer those 2 questions and then after, Great. Yeah, so the first question on the economics La of première solar. question qui concerne l'aspect économique ou financier du solaire par rapport au diesel. Je crois que si vous êtes intéressé par l'impact sur les réseaux en général, je crois avoir parlé d'aspect économique de l'opérationnalisation, mais pour le réseau, c'est de manière positive. Mais la question n'est pas seulement le déploiement du solaire, mais également la question, c'est que l'EDH aujourd'hui n'est pas bancable, que vous n'allez pas trouver des investisseurs qui vont lui prêter de l'argent pour créer des systèmes de stockage. Donc l'EDH n'est pas capable de fournir l'électricité aujourd'hui. Les IPP, ce sont des producteurs indépendants qui participent généralement à un appel d'offres et sont en concurrence pour le droit de développer ce type de système. Et les coûts sont un élément essentiel de cette concurrence. Il est nécessaire, il est intéressant pour eux aussi de déployer leur système à un meilleur coût, un coût plus faible que s'ils avaient participé à un processus non compétitif. Il y a donc beaucoup d'opportunités pour les capacités de stockage hors réseau, pour le branchement au réseau actuel, mais c'est surtout le financement de cette activité. Et ceci nous entraîne à la prochaine question. Il faut un soutien considérable des entités multilatérales. Et c'est là que des activités, que des programmes comme l'OGEF, c'est là que l'appui de personnes
les entités comme OGF et Nicolas sont très importantes parce que les fonds publics peuvent et doivent être utilisés pour déployer des systèmes à petite échelle ou de mini-réseaux pour démontrer essentiellement que l'économie, que l'aspect économique de ces modèles fonctionne en Haïti. Et une fois qu'ils l'ont démontré, donc là, on a des acteurs privés qui voient l'efficacité et la rentabilité de ces réseaux et sont prêts maintenant à continuer l'investissement de manière indépendante. Maintenant, comment obtenir ce soutien pour les petits, pour les mini-réseaux et les réseaux solaires? Or, donc c'est l'implication, par exemple, d'entités comme la Banque mondiale, qui continue à investir dans des produits, comme dans des programmes comme OGEF et d'autres, pour assurer que les activités, les ingénieurs qui travaillent sur ce système font véritablement de leur mieux pour s'assurer du succès des actifs déployés pour véritablement, on peut dire, appâter les autres développeurs privés. Donc, il faut démontrer le succès de ces opérations et la beauté de ceci, c'est qu'il faut de bons ingénieurs pour ce système. Ces actifs, ces opérations ne fonctionnent pas sans bons ingénieurs. Mais ce qui est essentiel, c'est de ne pas se concentrer trop sur la conception technique du système, mais de penser de manière plus vaste, plus globale, penser au modèle financier. Ne pensez pas à vous exclusivement comme expert technique, mais faites de votre mieux pour comprendre les modèles commerciaux et les aspects financiers de ce type de déploiement. Merci, monsieur Ian. La prochaine question. It comes from Jude Isidore. Nous savons qu'il n'y a pas, la prochaine question devient de Jude Isidore, c'est qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Comment est-ce qu'un pays comme Haïti peut aller pas à pas vers une continuité qui nous permettrait d'électrifier l'ensemble du territoire haïtien? C'est une question très très vaste. C'est un peu semblable à la dernière question qui a été posée en termes de quelles sont les étapes à court terme que le pays peut prendre pour... I'll add a few more answers to the one that I provided previously. Et je vais vous donner, c'est qu'il faut d'abord résoudre les problèmes les plus importants à l'EDH. Il faut le rendre plus fiable et avoir un meilleur fonctionnement. Il faut regarder le système de distribution actuel, regarder comment les systèmes sont créés de sorte que le recouvrement est amélioré. Si vous améliorez le recouvrement, si vous réduisez les pertes financières, économiques, vous pouvez générer plus d'argent pour investir dans le système pour fournir de l'énergie plus fiable. Si aujourd'hui, il y a un risque d'améliorer la production, nous allons vers une situation, vers les clients existants pour dire, vous voyez, EDH, papa est courant, donc moi, je vais faire mon affaire de mon côté. Là, il nous faut nous concentrer sur ceux qui n'ont pas d'électricité du tout, mais surtout empêcher la déperdition de clients existants. C'est ma recommandation, c'est commencer petit avec de nouveaux systèmes et travailler à la réforme du système du réseau existant. Ça, c'est essentiel pour améliorer l'ensemble de la qualité de la fourniture d'énergie en Haïti. Nous allons prendre une prochaine question. Cette question vient de Michelet Guerrier. Si nous voulons rester dans un cadre de production d'une empreinte carbone neutre,
est-ce que ce serait plus intéressant de rester dans le système d'énergie stockée dans les batteries plutôt que d'aller vers un système thermodynamique? Ok. Je vais essayer de répondre. La réalité, c'est une question intéressante parce que ceci nous conduit directement à la e-mobilité. C'est une question qui concerne véritablement les ingénieurs et les pertes. La beauté du stockage, c'est que vous avez très peu de pertes dans le cas de la production d'électricité. Le système solaire est très efficient en lui-même et l'énergie produite, oui, naturellement, il y a des pertes à la charge, mais qui sont très limitées et quand ces pertes sont dirigées à l'utilisateur, il y a très peu de pertes. Avec l'EDH, aujourd'hui, les pertes subies par l'EDH sont véritablement dépassent 20%. Donc, pour chaque kilowattheure produit par EDH, par une centrale hydraulique, une centrale thermique, au moins 20% sont perdus à travers la chaleur qui c'était. Donc, l'objectif est de rester simple, d'éviter éviter les pertes. Donc, le stockage est la solution la plus importante. Si on utilise une centrale à vapeur, ça va réduire votre l'aspect positif. Là, vous utilisez un format de cycle combiné, vous utilisez l'électricité de manière la plus efficiente, vous allez toujours avoir des pertes. Donc, je propose que nous réservions cette question parce que nous allons regarder la première partie de l'immobilité. Donc, nous, ça, Tom, that we will come back to your questions after je voulais simplement dire à Jules Isidore et à Monsieur Jackie que nous allons revenir à votre question par la suite. Je vais être un petit peu plus court parce que je crois que les gens ont vraiment envie de poser des questions. Donc, à la fin de la session, on va pouvoir adresser vos préoccupations. Ceci est vraiment intéressant pour l'immobilité. Et pourquoi l'immobilité est bien plus intéressant que la mobilité traditionnelle, c'est que c'est beaucoup plus efficient. Les moteurs à combustion interne utilisent environ 70% de l'énergie produite à travers la chaleur et la combustion. Quand on ajoute toutes les autres pertes associées au véhicule, seulement 20% de l'énergie, la gasoline ou du diesel, arrive véritablement aux roues du véhicule. Donc, vous perdez 80% de l'énergie comme ça. Les véhicules électriques sont supérieurs parce qu'ils convertent l'électricité en mouvement avec une efficacité d'environ 90%. Donc, il y a des pertes d'environ 10% seulement. Et une des raisons, c'est que non seulement les pertes sont plus faibles à chaque étape du processus, depuis la charge jusqu'à la motricité, mais aussi parce que les véhicules électriques peuvent recapturer l'énergie quand ils sont réactivés. Pardon, nous ne voyons pas la présentation, elle n'a pas été déployée. Yep, that's fine now. Okay, we're back. Sorry. So yeah, just very quickly, since I've been speaking to this, just to show you, these are the two on the right-hand Juste side. pour vous montrer, du côté droit, vous avez les deux archétypes, les moteurs à combustion interne, où il y a environ 20% de perte à cause de l'inefficacité par rapport aux véhicules électriques qui ne perdent qu'environ 10%. C'est une différence énorme. Et quand on parle de travail utile, et c'est ce qui vraiment nous intéresse en fin de compte, c'est de prendre l'énergie et de le convertir en travail utile. Et là, nous rentrons également dans l'efficacité du solaire. On parle les véhicules utilisent à une portée de 3 à 4 fois
plus élevée que celle de véhicules traditionnels, d'un moteur traditionnel. La deuxième partie, c'est la simplicité. Regardez le nombre de pièces nécessaires pour un moteur à combustion traditionnel par rapport à un équipement électrique. Donc, c'est 2000 pièces de rechange par rapport à 20. Et les parties mobiles dans les véhicules dans le véhicule traditionnel, il y a beaucoup des coûts plus élevés de remplacement par rapport au véhicule électrique. Je vais vous parler aujourd'hui des deux roues. C'est très important parce que il y a énormément de motos en Haïti, environ 500 000 en circulation parce que c'est la principale source de transport en Haïti. Aujourd'hui, quand on parle véritablement de bond en avant, il ne s'agit pas de remplacer les véhicules traditionnels que peu de gens ont, mais il nous faut améliorer la flotte de véhicules publics. Et là, on va reparler de ce terme de flotte de véhicules publics un petit peu plus tard dans la présentation. Une des raisons pour lesquelles les moteurs électriques marchent mieux en Haïti, c'est que les batteries sont plus petites. Enfin, les véhicules, les véhicules sont plus... Les batteries sont plus petites, peuvent être rechargées en 2-3 heures et on peut les charger à partir d'un système électrique. Tandis que les autres types de batteries ont besoin d'un réseau beaucoup plus fiable et potent pour être rechargé. Il y a un coût plus élevé au départ, et ce qui rend l'acquisition des motocyclettes électriques plus élevée, mais en même temps, il y a une économie de coût de carburant qui contrebalance très rapidement le coût d'exploitation de ces motos. Maintenant, d'où vient l'électricité en Haïti? Comme on a dit, en Haïti, pas plus de 4 heures à 6 heures, si vous avez de la chance, et très coûteux. Ce que vous voulez acheter, vous ne voulez pas acheter une motocyclette électrique et découvrir que le coût de chargement de sa batterie est encore plus élevé. Donc, avec des batteries chargées au solaire, c'est beaucoup plus rapide et moins coûteux. Et ceci est déjà en utilisation dans de nombreux pays. Et ceci nous ramène à la question de M. Michelet tout à l'heure. Dans certains cas, il est moins cher, en fait, et plus efficient d'avoir une motocyclette électrique alimentée par une génératrice au diesel plutôt que d'exploiter une motocyclette à gasoline, parce que la génératrice au diesel peut être utilisée à une capacité de production plus élevée pour charger la batterie de manière plus efficace et l'utilisation de la motocyclette électrique est tellement plus efficiente que celle traditionnelle que il nous faut développer notre curiosité, garder l'esprit ouvert et quand vous réfléchissez aux solutions possibles pour alimenter les batteries électriques. Maintenant, regardons aussi la fiabilité économique. Je vous demande de regarder tous les aspects et pas seulement ceux d'ingénierie. Quand on regarde le coût total de devenir propriétaire d'une moto électrique ou d'utiliser une moto électrique, dans ce cas, nous disons que le coût d'acquisition au départ peut être 1 à 2 fois plus que l'équivalent à carburant, mais le coût d'exploitation est plus élevé. J'ai fait quelques calculs ici pour vous montrer qu'une motocyclette fonctionnant à gasoline consomme 2 à 3 litres par 100 km, ce qui veut dire 3 dollars à 37 centimes par 10 km. Maintenant, nous regardons ceux utilisés à l'électricité, avec une électricité modérément élevée, va vous coûter à 60 centimes à 1,60 $ pour 100 km. Donc déjà, on est à 55 à 80% moins cher.
Et puis, vous avez pas de changement d'huile, pas de fil, pas de bougie, pas de remplacement de clutch. Donc, les coûts d'entretien tombent à 50 à 70% moins cher que les motocyclettes traditionnelles. Donc, là, ceci des motocyclistes, c'est basé sur les rapports de motocyclistes qui ont comparé et fait la différence. J'ai mentionné la même situation avec les motocyclettes qui sont moins élevées que la contrepartie traditionnelle. Les batteries sont plus élevées. Donc là, on cherche des moyens de séparer les batteries du véhicule pour que quelqu'un puisse acheter la motocyclette, la batterie indépendamment de l'équipement. Donc là, les utilisateurs pourraient simplement louer peut-être la batterie, la faire recharger par un système d'approvisionnement. C'est un système très créatif pour rendre le produit électrique moins cher à l'utilisation. Je vais aller un petit peu plus en avant pour parler de modèles commerciaux. Une des premières entreprises à le faire à l'échelle, c'est une compagnie utilisée au Rwanda et maintenant au Kenya qui s'appelle Ampersand. Vous voyez le véhicule dans la photo aérienne là, il vise en grande partie les mototaxis qui utilisent beaucoup de médiage. Parce que plus vous l'utilisez, plus le médiage est grand, plus l'économie d'échelle est meilleure. Ils fonctionnent dans les régions très densément peuplées, urbaines et périurbaines. Ce sont des motocyclettes créées littéralement sur mesure avec une portée de 70 à 100% à 100 km, mais avec des batteries qui peuvent être modulées et il est possible en moins de 2 minutes de charger la batterie. Donc vous ne chargez pas la batterie à domicile, vous allez à une station, vous échangez votre batterie contre 1 ou 2 dollars et pas d'échange et que vous pouvez immédiatement reprendre la route et reprendre vos activités génératrices de revenus sans avoir besoin de véritablement vous recharger. Là, pour les batteries, par exemple, pour ce système, vous pourriez faire un paiement très minimum au départ comme être membre d'une banque de batteries. Là, ils ont moins d'utilisation de gasoline ou de carburant, ils ont plus de revenus et ils ont beaucoup moins de défis opérationnels. Ce qui est important, c'est qu'ils offrent un modèle franchisé à des compagnies. Donc, des personnes, des individus, des entrepreneurs peuvent installer leur station de recharge de batterie sous une marque déposée. Donc, c'est encore un avantage. Il y a une autre compagnie au Kenya qui est similaire qui s'appelle Roam, qui propose des motocyclettes plus robustes avec 2 batteries avec une portée de presque 200 km qui visent une autre catégorie d'utilisateurs, ceux qui font la navette entre les villes, les livreurs, qui peuvent également recharger à la maison, qui peut être chargé à des stations qui sont en libre service. Le client apporte que sa batterie et les utilisateurs les mettent dans des casiers, payent de manière automatique et peuvent sortir comme un guichet automatique pour ces stations d'échange. Ces motocyclettes peuvent être achetées directement. Les Kenyans les plus aisés les achètent cash ou bien on peut les faire financer. Et ces utilisateurs rapportent un coût d'exploitation qui est à 80% moins cher que les motos traditionnelles. Ceci existe déjà en Haïti à petite échelle, mais est produit et fourni par une compagnie qui s'appelle Digital Cap, qui ont lancé une activité qui s'appelle SoMob, où ils vendent des motocyclettes électriques à des clients et qui offrent également des flottes de véhicules pour les taxis motos, une aide au chargement, à l'entretien, etc., même au financement. Et à cause
du réseau en Haïti, ils sont en train de développer un système de recharge solaire à travers des stations du pays. Donc, ils ont éliminé la dépendance vis-à-vis de la chaîne d'approvisionnement en carburant traditionnel. C'est une solution qui est beaucoup plus économique, beaucoup plus propre et qui permet une meilleure transition vers l'énergie renouvelable. Un autre cas, c'est Alina Energy. C'est une compagnie de petits mini-réseaux indépendants. Ils ne vendent pas de motocyclettes encore, mais ils sont en train de vendre l'idée que l'électrification de motocyclettes peut être un système d'utilisation beaucoup plus vaste de l'utilisation produite par par le petit réseau. Ils produisent déjà un surplus d'électricité, donc la motocyclette électrifiée ou à batterie solaire serait déjà un système d'utilisation de leur excès d'énergie, et ces réseaux sont en train véritablement de se développer dans nos provinces. C'est une excellente et créative manière d'utiliser l'énergie. Ici, il y a des défis et des perspectives pour l'avenir. Aujourd'hui, il nous faut donner des incitations, par exemple, fiscales pour réduire la TVA, par exemple, qui s'appliquent aux motocyclettes électriques pour les rendre plus abordables, pas seulement les motocyclettes, mais les batteries, les systèmes de recharge, etc. Il faut qu'il y ait des réglementations claires pour que ces entreprises fonctionnent dans un espace qu'elles connaissent bien, les règles du jeu, qu'elles puissent investir de manière confiante sans être pénalisées pour avoir fait quelque chose qui ne semble pas conforme avec la rhétorique de la fourniture de l'électricité de ville. Donc, on parle de l'amélioration du financement. C'est là que les banques de développement peuvent également aider, mais que les banques commerciales puissent se brancher sur les opportunités à l'énergie propre, surtout dans le transport. Il faut également accentuer les normes de sécurité pour le stockage des batteries. Bon, les accidents pourraient véritablement, potentiellement tuer le marché, donc développer les normes de sécurité. Il faut fournir les capacités d'appui. C'est là qu'interviennent valablement les ingénieurs pour développer, pour assister les législateurs, les entreprises pour comprendre les défis et les solutions. Je crois qu'on a même dépassé le temps. Nous arrivons presque à la fin des présentations. Je ne sais pas comment tu voudrais procéder. Ici, la session devrait s'achever à 10h15, mais je crois qu'on peut quand même dégager 5 minutes pour répondre aux questions. Si vous êtes d'accord, nous pouvons aller aux questions et essayer d'avoir une brève discussion et nous arrêter définitivement à 10h25 si cela vous convient. Très bien. Dr. Calix. Yes, Michael, we have some time here, so we can extend for another 10 Oui, or nous 7 avons du minutes. temps pour étendre environ les 15 prochaines minutes. From University Avez-vous des Quisqueya, questions? Y a-t-il I des would like questions? to really congratulate Oui, and du say côté a des big thank you. universités, je voulais d'abord to the presenter. féliciter et sincèrement I'm extremely remercier le surprised to see présentateur. how he knows about Je Haiti, suis and très it was a really wonderful presentation. émerveillé de voir sa bonne connaissance du milieu haïtien On et des behalf défis, of des Quisqueya University, opportunités qui existent I would en like to Haïti. extend my really big thanks to the presenter. En général, et de Quisqueya en particulier, je voudrais sincèrement le remercier. On prend des questions ici dans la salle, s'il y en a. We read. Je vais regarder si pas l'autre monde. Je voudrais donner la possibilité à d'autres étudiants, mais s'il n'y en a pas, je vais carrément prendre ta question.
Et s'il n'y a pas d'autres étudiants qui ont des questions, donc j'espère que vous avez vu vraiment des opportunités d'affaires. C'est comme ça que je le regarde, qui se présente avec vraiment la mobilité électrique en Haïti. Donc, vous qui êtes étudiants, c'est vraiment le moment de penser à monter votre business dans ce domaine, surtout avec les centres de recharge électrique via le solaire. Donc, on voit vraiment qu'il y a des opportunités d'affaires extrêmement importantes. Avez-vous des questions? Et sinon, et Maclive, donc vous pourrez prendre des questions en ligne et on reviendra. Et si la salle a une question, mais je voudrais quand même donner la possibilité à d'autres étudiants de pouvoir poser des questions. Merci. Tu peux prendre la main, tu peux prendre le micro et Maclive, tu peux prendre des questions en ligne. D'accord. Merci, Anderson. Okay. Quickly, I want to go back to Jacques Petithomme. Rapidement, je voudrais retourner à la question de Jacques Petithomme. Dans un contexte de libre marché où de nombreuses entreprises d'investir dans ce secteur, ne serait-il pas raisonnable de penser que la concurrence pourrait contribuer à rendre les prix plus accessibles pour les populations vulnérables, même s'il s'agit d'un problème à moyen et long terme? Mais absolument. La concurrence, je crois, est essentielle pour contribuer à réduire les prix, mais également la transparence. Le processus doit être libre pour qu'il y ait une véritable libre compétition. Il y a très peu de situations où la compétition n'aide pas à baisser. Et quand vous pensez en particulier à quand le prix de production devient plus élevé que le coût de la fourniture d'électricité. Par exemple, le système solaire individuel. C'est pour moi une manière très efficace d'amener l'électricité au foyer individuel. En particulier, en utilisant le solaire et pour charger et produire l'électricité. Mais s'il y a trop de concurrents dans ce domaine, s'il est trop difficile de tenter de convaincre les consommateurs, ceci est un facteur qui contribue à augmenter les prix. Donc, ce serait là censé de mettre en place un programme où la compétition se situe à un niveau plus élevé sur le plan géographique. Une compagnie dirait que je vais garantir que je vais fournir l'énergie solaire à un coût de $75 par exemple dans telle région. Si vous me permettez de le faire dans telle région, et là une compagnie peut le faire de manière plus rapide, plus efficace que si vous aviez 5 entreprises qui se battraient entre elles pour installer et vendre des systèmes dans une région. Donc il y a des économies associées à l'échelle, des économies d'échelle, la capacité de faire la même chose plusieurs fois. Ceci aide à réduire les coûts. Au Nigeria, par exemple, j'ai parlé de la solution pour les bancs. C'est une compagnie qui produit 30 mégawatts plutôt que de 30 compagnies qui produisent 1 mégawatt. Ceci réduit le coût pour le client. La compétition est excellente, mais dans le cas où ça empêche les économies et d'échelle, ceci peut être au détriment de l'efficacité et de la compétitivité. La question prochaine nous vient. Dans le cas d'Haïti, nous faisons l'expérience encore, nous allons faire de l'expérience encore durable de manque d'approvisionnement comme à la suite de l'ouragan Mélissa. Alors, comment est-ce que les gens peuvent se fier à l'électricité solaire pour pouvoir éclairer leur foyer, électrifier leur foyer et utiliser en production agricole? Quelles sont, pensez-vous, les principales barrières pour le développement des mini-réseaux en Haïti? C'est une question, et là, la question est souvent posée. Est-ce qu'Haïti peut se baser uniquement sur le solaire? La réalité est que même avec les exemples fournis,
pour les contextes commerciaux et industriels et pour l'économie en général, il est difficile d'atteindre 100% d'énergie solaire comme source d'électrification. Parce que dans un contexte comme Mélissa, vous pouvez avoir des périodes relativement longues de faible production. Là, c'est le cas où il faudrait avoir un système hybride par lequel vous ne baseriez pas uniquement sur une seule source et vous auriez un système de backup de génératrices qui pourrait vous permettre d'opérationnaliser vos réseaux. Là encore, l'opportunité de surdimensionner les réseaux. Vous pourriez avoir un plus grand réseau un plus grand système de panneaux solaires nécessaires que vos besoins, mais vous produiriez assez d'électricité pour charger la production que vous auriez besoin. Vous pouvez, par exemple, peut-être pas avoir tous vos besoins satisfaits, mais continuer à faire marcher un réfrigérateur. Mais il vous faut en fait un système qui ne se base pas uniquement sur un seul système. Vous pourriez avoir, par exemple, des éoliennes, mais encore la force du vent peut baisser. Donc, vous pouvez avoir aussi une centrale hydroélectrique, enfin, une diversité de sources qui alimenteraient le réseau principal. Là, c'est encore le système idéal, mais qui ne serait pas basé uniquement sur une seule source. Là encore, il y a une deuxième question. Je crois qu'il s'agit d'encourager des investissements. Pour la deuxième question dans le système solaire en particulier, surtout, sur le système solaire, qu'est-ce qui empêche la propagation du système solaire pour les foyers? Je crois que là, que j'avais dépassé un petit peu, moi, présenté là, c'est encore convaincre les investisseurs de faire ce type d'investissement parce qu'ils prennent ce réseau, parce que là, il faut trouver le moyen de dérisquer les investisseurs sans rendre, si EDH n'est pas plus solvable, EDH ne verront jamais comme source viable. Ils ne penseront jamais que l'EDH pourra devenir une source fiable d'électricité. Donc là, il y a véritablement un défi. Il faut aussi aider l'EDH à devenir plus fiable, plus rentable. Et ceci va aider à contribuer à améliorer la production générale. Là, je suis vraiment j'ai vu les questions, mais là, véritablement, nous sommes à court de temps, il nous faut poser ici. Donc, encore une fois, M. Mouillir, pour cette présentation sur le solaire, l'intégration du solaire et la mobilité, merci de nous avoir présenté les solutions financières, les défis pour les investissements partenariats, les partenariats publics-privés. Merci d'avoir parlé de la mobilité électrique qui nous a permis de voir les détails des réalités économiques, les avantages, les économies de coûts, surtout à l'échelle. Merci d'avoir participé avec nous et d'avoir partagé ces informations. Là, nous allons prendre une petite pause. Pardon, j'ai vu une question. Je vais laisser le comité répondre à cette question, mais nous allons partager cette présentation avec tous. Oui, je serai très content, je suis d'accord pour le partage de cette présentation. Deux choses avant que vous partiez. Nous allons prendre une brève pause et puis la question viendra après. Une pause sur place, donc ce qui nous permet rapidement d'enchaîner avec la nouvelle présentation. Donc on va donner uniquement 2 minutes pour vous permettre, si vous voulez utiliser les toilettes qui sont à côté, vous pourrez le faire. Sinon, on va enchaîner. On va tout de suite, dans 2 minutes, continuer avec la séance parce que les experts qui sont en Californie maintenant, qui vont nous faire une présentation, ils sont déjà disponibles en ligne. Donc on donne vraiment un petit temps de battement
d'étirer pieds nous, faut-il lever, et puis ensuite on va rebalancer. Merci.